L'un des plus grands essentiels des Français. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous nos aquinautes et merci de nous retrouver sur le studio TV Acuité au Silmo pour cette dernière émission consacrée au DPC, autrement dit au développement professionnel continu. Donc nous ne pouvons pas clôturer cette édition du Silmo sans parler de cette mesure qui vous concerne, au même titre que les infirmières ou les orthoptistes. Rappelons qu'elle s'inscrit dans le cadre de la loi HPST de 2009. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2012, mais c'est cette année 2013 qui donne réellement le top départ du DPC. Donc pour vous éclairer et pour décrypter ce sujet, j'accueille sur le plateau le docteur Casalens, qui est directeur général adjoint de l'OGDPC. Bonjour docteur. Bonjour. Monsieur Laurent Baudesson, qui est directeur grand compte au Forco. Bonjour. Bonjour. Également Patrice Camacho, administrateur du SINOP et représentant à la commission scientifique des professions paramédicales. Bonjour Patrice. Bonjour, représentant de tous les opticiens, que ce soit salariés ou employeurs, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Gerbel, président de la FNOF et représentant du HCPP au conseil de surveillance de l'OGDPC. Bonjour Monsieur Gerbel. Bonjour. Également Dominique Mélin, directeur technique Essilor Académie Europe. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Teller, directeur associé d'Optum. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc pour commencer cette émission, docteur Casalens, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le DPC, quelles sont les bases de cette mesure ? Alors le DPC fait en fait une formation professionnelle mais réservée aux professionnels de santé. Le DPC, il a 3 caractéristiques dans sa définition pour qu'on puisse le qualifier de DPC. C'est une formation professionnelle, je l'ai dit. La première, c'est qu'il est proposé par un organisme de formation. Cet organisme de formation doit avoir un avis favorable. Cet avis favorable est, lui, délivré après évaluation de l'organisme par un comité scientifique indépendant. Ça, c'était la première condition pour qu'on puisse parler de DPC à une formation professionnelle. La deuxième, c'est que le programme est présenté d'une certaine manière. Il doit absolument appliquer les modalités et méthodes de l'HAS. Elles sont décrites sur le site, il y a pas mal de communication autour de cette méthodologie, mais il faut absolument qu'il y ait au moins 2 phases qui sont analyse des pratiques et une partie cognitive pour que ce soit une formation DPC. Il n'y a pas d'ordre entre les 2 phases. Évidemment, si on rajoute une phase d'évaluation des connaissances, on est vraiment là dans un programme d'excellence. Donc avec ça, vous faites un DPC et il faut absolument que l'organisme qui porte cet avis favorable puisse, 3e condition, préciser exactement dans quelle orientation nationale ou régionales qui seront proposées par les ARS bientôt, le programme s'engage et fait mention. Avec ces 3 conditions, on peut parler de DPC. La dernière que je rajoute, mais qui est purement pratique, c'est qu'il faut absolument que le programme soit inscrit sur notre site ogdpc.fr. D'accord, donc le site de l'ogdpc.fr. Donc cette mesure concerne tous les professionnels de santé, qu'on précise bien, donc les opticiens, qui soient salariés ou également propriétaires de magasins. Alors cette DPC, il y a une obligation de suivi annuel d'un DPC pour tous les professionnels de santé. Tous les professionnels de santé inscrits au code de santé publique. Alors ça pose quelques problèmes, pas pour les opticiens lunetiers, mais dans d'autres professions, il y a eu quelques oublis que le ministère a certainement corrigés. En tout cas, pour cette profession, pour votre profession, que vous soyez salarié ou un autre mode d'exercice, vous êtes obligé, de par la loi, de produire une attestation de suivi d'un DPC annuel. Très bien. Monsieur Camacho, donc vous êtes représentant au Conseil scientifique des professions paramédicales, je le rappelle. Comment se passe cette transition entre la formation professionnelle que connaissaient jusqu'à présent les opticiens et le DPC ? Alors, en fait, par rapport à la formation professionnelle que connaissaient les opticiens, ce qu'ajoute le DPC, c'est surtout l'analyse de pratiques, qui était vraiment le 2e pilier, et l'évaluation des pratiques professionnelles, qui est vraiment ça. Ensuite, ça inscrit l'ensemble des formations DPC dans un cadre qui est fixé soit nationalement par la HAS, soit régionalement par l'ARS. Donc ça donne une ligne de conduite sur ces formations. Donc Monsieur Teller et Monsieur Mélin, donc vous êtes organisme de formation, vous êtes en contact direct avec les opticiens. Quels sont les retours que vous avez du terrain ? Qu'en pensent-ils nos opticiens aujourd'hui ?
Pour l'instant, ils n'en pensent pas énormément de choses, puisqu'ils n'ont pas vraiment conscience de la mise en place de DPC, et on a extrêmement peu de demandes. Sur les 4 jours du SILMO, je n'ai eu qu'une question. Donc ça vous montre qu'il y a quand même un manque d'informations assez important chez les opticiens aujourd'hui concernant leur DPC. Oui, d'où l'objet de cette émission, parce que même si nous en avons parlé depuis très longtemps sur Acuité, il me semble qu'il manque de l'information. Monsieur Taylor, vous avez également des retours? Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'opticiens qui ont essayé par rapport au DPC d'avoir de l'information. Néanmoins, les quelques opticiens qui sont venus nous rencontrer se posaient quand même la question de savoir une obligation de formation, effectivement c'est important, mais aujourd'hui qu'est-ce que vous nous offrez en termes de moyens pour pouvoir nous former? Et la difficulté elle est aussi là, c'est au-delà de cette obligation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en face pour faire en sorte à ce que des opticiens indépendants qui sont dans un magasin et qui ont du mal à se déplacer ou qui ont du mal à quitter leur magasin, comment ils vont faire pour pouvoir se former? Tout à fait, donc on reviendra sur les moyens en parlant de financement et en parlant également des programmes de formation. Monsieur Gerbel, comment vous, en tant que représentant du HCPP au Conseil de surveillance de l'OGDPC, vous ressentez cette transition de la formation professionnelle continue? Ah bien, pour l'instant, on ne ressent pas grand-chose. C'est très difficile. Bon, moi, j'ai été élu par le HCPP pour représenter les opticiens. Le problème, c'est qu'on a voulu faire une loi générale en mettant tous les professionnels de santé dans un même niveau et en les considérant de la même manière. Ça, c'est louable, c'est génial. Mais d'un autre côté, on n'a financé que 9 professions sur l'ensemble des professionnels. D'un deuxième côté, on a commencé par exclure certaines professions de la représentation, par exemple du bureau du conseil de surveillance, puisqu'il n'y a pas de place pour les professionnels qui ne sont ni salariés ni libéraux comme nous. Ça n'existe pas. Alors il y a une grande demande des salariés aujourd'hui d'intégrer. On va voir ce que ça va donner pour les salariés. Il y a plein de petites choses. Mais globalement, c'est à mon sens quelque chose de positif. Cette réforme du DPC, c'est quelque chose qu'il faut porter. Moi, président de syndicat par ailleurs, c'est une mesure que je porte depuis le début. Et depuis le début, je me suis battu pour que les opticiens puissent en profiter. Puisque dans les textes, il y avait toujours la référence à l'exercice libéral. Il n'y avait pas d'autre mode d'exercice. C'était libéral ou salarié. Et moi, j'ai fait rajouter ou autre. Par endroit. Pas partout. Et je me suis battu pour que les opticiens soient là. Je suis fier aujourd'hui que mes camarades opticiens puissent se former. C'est vrai qu'après, avec le Forco, il faudra qu'on regarde. Bon, il y a des lettres, il y a des circulaires qui doivent passer entre la Direction Générale du Travail, vous, sur les modes de financement. Ça va remettre en cause beaucoup de choses au niveau de la pratique quotidienne. Déjà, comme disait Patrick, il va falloir évaluer son besoin de formation. C'est pas quelque chose... Le DPC, c'est... Comment dirais-je, pour pas être... Pas trop prendre de temps, mais on a connu des tas d'obligations dans le passé. Le DIF, les trucs comme ça. Mais jamais on a eu quelque chose dans le sens de chercher des moyens d'évaluer vos pratiques au quotidien afin d'apporter quelque chose de positif pour le système de santé, pour le patient. C'est la première fois. Donc, évidemment, c'est pas terrible au départ, il y a des petits retards à l'allumage, mais il faut donner sa chance à ce truc-là. Les opticiens doivent habiter cette réforme, ils doivent absolument s'inscrire et aller vers ce DPC. C'est pas une obligation. Bon, la loi l'a voulu. Bon, on est en train de regarder avec le conseil de surveillance la possibilité d'être un peu plus souple, d'avoir des programmes biannuels, des choses de ce genre. Mais oui, c'est des réflexions. Mais il faut habiter ça, il faut rentrer ça. Il faut rentrer là-dedans. Tout système de formation est bon parce que ça permet d'aller vers l'excellence, ça permet d'améliorer ses pratiques, ça permet des tas de choses. Il faut le faire. Monsieur Mélin, avec Essilor Académie Europe, vous avez un petit peu une vue d'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui chez nos voisins européens. Vous me disiez notamment que c'est pas nouveau en fait. On s'inspire tout simplement de ce qui existe déjà ailleurs. Oui, en fait, on s'inspire bien sûr de ce qui existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons où les
les opticiens, les optométristes ont une obligation de formation et des crédits de formation, de formation continue à obtenir chaque année sur des programmes qui sont accrédités auprès de centres de formation. Et nous-mêmes, nous sommes accrédités pour les opticiens anglais quand ils viennent dans notre centre de formation à Paris ou quand on les forme en Angleterre. Alors, parlons un peu financement maintenant. Nous avons donc Laurent Baudesson du Forco. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui va prendre en charge le DPC, le financement du DPC? Alors déjà, peut-être resituer le contexte, quel que le Forco. Le Forco, c'est l'OPCA du commerce et de la distribution. Ça regroupe plusieurs millions d'entreprises, enfin 47 000 entreprises, dont 37 700 entreprises de moins de 10 salariés. Donc c'est très important. Plus de 105 000 salariés dans ces entreprises, avec une collecte annuelle de 300 millions, dont 5,5 millions pour l'optique. Voilà, donc sur les solutions de financement, nous en avons plusieurs. Nous gérons plusieurs types de fonds. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les évolutions qu'il pourrait y avoir entre le Forco, la DGEFP, la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. En fait, ça c'est réglé. Il y a aussi effectivement l'OPCA qui va décider des modalités de financement de la formation des salariés des entreprises, puisque nous adressons aux salariés des entreprises, mais aussi le rôle de la fédération professionnelle, de la branche, des syndicats, du patronat, donc des paritaires, qui vont eux aussi pouvoir décider des modalités de financement par rapport aux différentes solutions de formation qui vont être nécessaires aux salariés. Donc combien aujourd'hui vous versent les entreprises au titre de la formation professionnelle? Je vous disais tout à l'heure 300 millions au global annuel, dont 5,5 millions pour l'optique. Et au titre d'une entreprise individuelle, ça représente... comment ça se calcule Alors une entreprise individuelle, on est surtout sur des entreprises de petite taille, donc les très petites entreprises de 1 à 9 salariés. Le versement moyen d'une entreprise est de 200 € annuels. D'accord, et la redistribution s'effectue comment ? Alors la redistribution, c'est un conseil d'administration paritaire, aussi celui du Forco, qui va décider des modalités. Et là, on accompagne les entreprises. Bien évidemment, on ne va pas leur proposer un financement à hauteur de leur contribution, sinon ce serait très faible. Elles ne pourraient pas aller très loin. Et donc, nous, effectivement, nous voyons avec les entreprises quels sont leurs besoins en formation. Nous essayons d'anticiper de manière à pouvoir décider de modalités de financement, de manière à pouvoir couvrir un maximum de besoins pour les salariés des entreprises. Et ça, tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Donc aujourd'hui, très concrètement, si je dois vous donner des chiffres, pour un versement moyen de 200 €, on va proposer un service de base d'un financement de 1 200 € annuel. Après, on peut aller au-delà aussi. Systématiquement, on le voit avec les entreprises, puisqu'effectivement, on peut financer la totalité de la dépense de formation, moyennant des contributions complémentaires de l'entreprise, mais qui restent minimes. Ça, c'est la première chose. Et surtout, alors, quand même pour l'optique, nous avons beaucoup de réseaux d'enseignes. Ce qui veut dire qu'effectivement, nous avons des têtes de réseau aussi qui vont en amont identifier quels sont les besoins pour les entreprises, en lien avec leurs entreprises. Et ce qui fait que nous signons des conventions cadres annuelles avec ces entreprises, enfin triennales, et on se revoit chaque année, justement pour identifier avec elles quels vont être les besoins en formation pour leurs salariés, et de manière à pouvoir estimer d'un budget en amont avec celle-ci, de manière à pouvoir effectivement répondre aux besoins en formation. Docteur Casalens, est-ce qu'on peut imaginer une participation financière de l'OGDPC au même titre, par exemple, que les orthoptistes ? Alors je profite de reprendre la parole pour vous dire que l'OGDPC est un organisme, c'est un groupement d'intérêt public qui est fondé entre l'État, l'assurance maladie d'une part et les professionnels de santé. C'est-à-dire que c'est un organisme paritaire qui joue le rôle de guichet unique en effet pour tout ce qui est la gestion du DPC en France. En revanche, dans les textes qui nous sont imposés et que nous respectons, nous n'avons aucune possibilité de déroger au fait que nous ne gérons que la partie financière des libéraux. Donc je ne peux pas m'avancer plus sur les salariés. Pour être très exact, il y a quelque chose d'un peu spécifique qui est une fraction qui est ponctionnée sur l'industrie pharmaceutique et qui va vers les médecins, mais c'est tracé, y compris salariés cette fois-ci. Enfin, c'est vraiment un détail qui n'intéresse pas votre profession ici. Nous ne pouvons pas nous engager sur le fait qu'à l'avenir, en effet, on aura à gérer les salariés, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, le dispositif qui est en phase transitoire, comme vous le disiez très justement, est en montée en charge. Il faut savoir actuellement que vous avez quand même près de 130 organismes qui s'intéressent à la formation de votre profession. Oui, on va parler des organismes. Voilà, 75 sont déjà en train de proposer des programmes à l'heure actuelle, avec un DPC qui fonctionne, on va dire qu'il y a un cas depuis le mois d'avril, et il y a plus de 600 programmes, rien que pour la profession, qui sont proposés.
Je ne peux pas vous donner les chiffres autres parce que les salariés sont gérés en effet par les OPCA qui vont, eux, nous donner les chiffres en fin d'année s'il y a une convention avec l'OGDPC, entre l'OPCA et l'OGDPC. Donc, pour rebondir justement sur les organismes de formation professionnelle, donc ils ont été, certains ont été pour le moment réputés, enregistrés et évalués favorablement jusqu'au 30 juin 2013. C'est exactement ce qui est écrit sur votre site, mais qu'en est-il depuis en fait ? Alors ce qui est écrit, c'est le texte. On n'a pas changé, on n'a pas dérogé. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la DGOS, enfin la Direction Générale de l'Offre de Soins, donc rattachée au ministère de la Santé et des Affaires Sociales, nous a bien dit clairement que tant qu'un organisme qui a déposé une nouvelle demande pour continuer à faire du DPC, donc les périodes d'ouverture étaient là en juin-juillet, tous les organismes, il y en a près de 2000 qui ont demandé, vont pouvoir garder cet avis favorable transitoire, même si le texte dit que ça s'arrêterait au 31 juin. En revanche, au moment où la CSI va donner son avis, évidemment, s'il est défavorable, cet organisme n'aura pas le droit de continuer à délivrer des attestations de suivi de DPC. Il y a des voies de recours pour cet organisme, bien évidemment. Si l'avis est favorable, quelle que soit la date à laquelle il va tomber, puis-je dire, l'organisme continuera. Et pour cette première demande, cette première évaluation, l'organisme aura 2 ans devant lui, sauf contrôle négatif, mais aura 2 ans devant lui pour pratiquer, pour délivrer du DPC. Monsieur Camacho, donc vous faites partie de la commission scientifique. Quels sont les critères d'habilitation des organismes de formation ? En fait, il y a 3 critères qui ont été publiés par arrêté au mois de juillet. Et ces 3 critères portent sur 3 grandes thématiques. Un, c'est la qualité de l'organisme, de sa composition, de sa gouvernance. Le deuxième, c'est la qualité du programme référent qui va être soumis par l'organisme, du haut des programmes. Et le dernier, c'est le critère d'indépendance financière. Indépendance financière qui doit faire que un dispositif de formation ne doit pas conduire un professionnel de santé à prescrire ou à vendre un dispositif par rapport à l'autre. Donc le but, c'est de faire que les formations ne soient pas des modérateurs ou des modulaires de ce que je vends en magasin ou en officine ou en prestation. J'ai le micro, j'en profite parce que Alain disait que pour la FNOF, c'était quelque chose d'important, le DPC. Je vais prendre ma casquette du SINOP pour dire aussi que c'est important. Donc c'est bien, je pense, de souligner les points qui nous rassemblent. Et ce sujet est vraiment fondamental, je pense, pour l'avenir de notre profession. Donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Oui. N'hésitez pas à réagir les uns et les autres à vos interventions. Et je rappelle à nos aquinautes que vous pouvez également réagir en direct sur notre chat, en dessous la fenêtre de direct, ou également sur Facebook et Twitter. Donc on a vu qu'il y avait 130 centres de formation habilités en optique. C'est bien ça, monsieur Dr Casalens ? Oui, actuellement, il y a 130 organismes de formation qui sont réputés avec un avis favorable, comme vous l'avez très justement dit, jusqu'au 30 juin, mais j'ai expliqué que ça pouvait être prolongé. Donc il y en a 130. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment nos opticiens doivent faire pour se renseigner et trouver une formation qui leur convienne ? Alors, l'OGDPC, du fait qu'il est un guichet unique, est obligé de publier, d'afficher donc tous les organismes qui ont un avis favorable. C'est une première liste avec un moteur de recherche. De même, tous les organismes qui ont cet avis favorable ont la possibilité... Je crois qu'on a des slides, s'il vous plaît, en régie, si vous pouvez les envoyer, merci. Voilà, ça c'est la page d'accueil de l'OGDPC. Tous les organismes qui ont cet avis favorable ont la liberté de déposer des programmes et donc vont proposer ces programmes en les décrivant, et ce qui permet à un opticien, donc salarié, de consulter sur notre site un certain nombre de programmes en fonction de sa région, en fonction du thème qu'il souhaite, thème national. Le site est actuellement monté en charge, donc je sais qu'il y a des petits problèmes dans le moteur de recherche. La question que j'allais vous poser. Donc je reconnais qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, puisqu'on est déjà dessus. Oui, parce que notamment depuis que je m'intéresse au DPC, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur votre site, et notamment pour les organismes de formation. Je vous avoue que c'est pas facile pour les opticiens de s'y retrouver, puisqu'ils sont dans la catégorie des paramédicaux, et il n'y a pas de critères de recherche plus poussés que ça. Donc c'est tous les organismes paramédicaux se retrouvent ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez améliorer demain ? Oui, normalement c'est fait. On a le lotissement informatique, comme on dit, qui est prêt, qui a été testé. Donc on devrait vous livrer ça en production, c'est-à-dire que ça devrait être sur Internet bientôt. On a réagi par rapport à ça. Il faut voir que l'OGDPC, comme je disais, lui, il va enregistrer les organismes, va publier la liste, les programmes de même, et va servir de guichet unique. Mais nous avons
avons une énorme mission à côté qui est non nulle, c'est la gestion de tout l'aspect financier des libéraux. Et c'est vrai, je rejoins votre idée que la loi est vraiment tournée sur les libéraux, hein, et que le site, évidemment, du fait de cette mission qui est très prégnante actuellement et éminemment politique, est un peu tourné de ce côté-là. Mais on est conscient que les salariés ont besoin d'informations et c'est pour ça qu'on essaye d'améliorer. Monsieur Gerbel. Elle est tellement tournée, docteur, qu'il y a même 2 sites. 3. Oui, j'en ai oublié. Bon. Mais mondepc.fr ne concerne pas les opticiens. Alors voilà, on va rebondir donc, et en effet vous avez ogdpc.fr qui est le site d'accueil, et comme on voyait tout à l'heure il y avait plusieurs gros ballons entre guillemets. En cliquant sur ces gros ballons on peut aller vers mondpc.fr. Voilà, mondpc.fr c'est réservé aux libéraux, c'est que pour l'inscription des libéraux, pour être exact aussi des professionnels salariés des centres de santé conventionnés, en gros les dispensaires, et encore pas toutes les professions des dispensaires, mais enfin les opticiens n'ont pas à y aller, mondpc vous oubliez. Et de l'autre côté, on a une petite bulle bleue qui est l'extranet, enfin qui est le site qui sert pour les organismes à créer leur compte, s'enregistrer, évaluer, avoir un peu de documents et faire leur programme. Voilà. Donc Monsieur Taylor et Monsieur Mélin, donc vous êtes centre de formation, organisme de formation, je le rappelle. Vous avez été temporairement habilité, vous l'êtes toujours. Qu'est-ce que cela a changé pour vous, le DPC? Qu'est-ce que dans votre organisation? Alors pour nous, au niveau de l'organisation, pas grand-chose, puisque nous, on avait pour objectif, dès la création d'Optome, de pouvoir proposer des formations mixtes, donc formation e-learning plus présentielle, et dans ce cadre-là, de pouvoir mettre en place des modalités d'évaluation notamment, et donc de pouvoir faire en sorte à ce que le professionnel de santé, donc l'opticien, puisse rentrer dans un cadre d'auto-formation. C'est ça, je crois que le terme d'auto-évaluation est très important dans ce cadre du DPC. Oui, je pense que c'est une des... Vraiment, enfin, si j'ai à retenir sur le DPC, entre autres, quelque chose qui est vraiment important, c'est de pouvoir faire en sorte à ce que le professionnel de santé, au cours de son parcours professionnel, puisse évoluer et puisse avoir des outils qui lui permettent d'avancer au moment où il en a besoin. Et aujourd'hui, les formations mixtes permettent ça. Et cette auto-évaluation, justement, grâce à des modules de formation e-learning, entre autres, peut permettre à un opticien qui est dans son magasin de pouvoir suivre une formation quand il en a besoin. Ça répond notamment, et ça c'est des demandes qu'on a de plus en plus, et ce que je vous disais au tout début de l'intervention, c'est que des opticiens qui n'ont pas cette capacité de se déplacer doivent avoir accès à l'information au moment où ils en ont besoin. On va parler un peu plus des programmes dans 5 minutes. Monsieur Mélin, pour Essilor Academy. Oui, pour ce qui nous concerne, c'est un grand espoir de voir une organisation de l'information qui pousse les opticiens vers cette formation régulière et ce développement professionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas dans les gènes de l'opticien de se former. La plupart d'entre eux ont suivi quelques formations seulement après leur formation de base. Et nous, on sera évidemment ravis de pouvoir les accueillir et de pouvoir leur apporter une formation. Alors, je voudrais préciser un point sur la compétence et de ce qu'un industriel comme Essilor peut apporter avec son expérience à la fois nationale et internationale auprès des opticiens. Mais je voudrais quand même bien préciser que en aucun cas les formations n'abordent les produits et que nous formons essentiellement à des compétences, qu'elles soient techniques ou commerciales ou de management. Alors justement, j'allais vous demander quel type de formation vous proposez. Alors dans les formations techniques, on a ce qui est par essence une chose très importante du marché de l'optique, qui est la prise en charge des presbytes, la réfraction, la basse vision, qui sont des sujets à développer, qui sont peu pris en charge et insuffisamment pris en charge par les opticiens aujourd'hui. On va voir d'ailleurs une fiche à l'écran apparaître, donc oui, telle qu'elle apparaît sur le site de l'OGDPC, une formation qui concerne la basse vision. C'est ça, on a une formation à 2 niveaux, il y a un démarrage en basse vision, comment apprendre les rudiments pour démarrer cette activité qui peine à démarrer sur le marché français, et puis un niveau 2 où on fait venir des malvoyants et que les stagiaires prennent en charge. Et je pense que c'est vraiment à faire vivre ces formations qu'on arrivera à développer cette activité. En termes de tarifs pour les opticiens ? Bien, c'est 350 € la journée, un tarif très classique avec un remboursement qui est de moins des 2/3 voire des 3/4. L'important là-dedans, pour nous, c'est qu'il me semble qu'il reste
un reste à charge pour les opticiens, pour être sûr qu'ils se motivent à participer à cette formation. Le tout gratuit n'est pas forcément une solution en matière de formation, qu'il y aura toujours une bonne raison pour ne pas venir le matin, le jour où la formation est organisée. Alors ces formations, on les fait soit dans notre centre de formation à Paris, qui est bien équipé pour tout ça, ou alors on se déplace, on délocalise dans toutes les régions de France, bon, en Europe aussi, mais essentiellement auprès des opticiens, de manière à faciliter cet accès, comme vous le mentionniez, des opticiens à ces formations qui peuvent se faire évidemment en e-learning, ce qu'on développe également, mais qui sont extrêmement importantes en présentiel auprès d'eux. Oui, donc on sent que cette problématique de proximité, enfin d'accès à la formation est vraiment au cœur de ce dispositif également. On sait que les magasins d'optique sont des petites entreprises, que le propriétaire du magasin ne peut pas forcément fermer la porte de sa boutique pendant 2 jours pour aller se former. Donc Monsieur Taylor, c'est là que vous intervenez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept d'Optome ? Oui, en fait, je dirais l'expérience que nous avons depuis presque 15 ans maintenant au niveau de la formation. Quand on prend un groupe de formation, quand on a comme ça des formations qu'on appelle inter-entreprises, où il y a des gens qui se déplacent et qui se regroupent, une des difficultés qu'on rencontre, c'est l'homogénéité des personnes qu'on a en formation. Et donc du coup, on a sur 2 jours de formation, la moitié qui va être abordée pour la théorie, et on essaye comme ça d'homogénéiser un groupe pour l'amener à un certain niveau, et après du coup appliquer la deuxième journée au niveau de la pratique. L'avantage de pouvoir travailler en formation e-learning, c'est que finalement, ça permet chacun à son rythme de pouvoir travailler. Donc ça peut mettre 1 mois, ça peut mettre 2 mois, 3 mois. Nous, derrière, on a des plateformes de formation qui permettent de suivre et d'avoir des statistiques justement sur les évaluations qu'on va mettre en cours de formation. Et à partir du moment où on voit que la personne a atteint le niveau qu'on souhaitait, à ce moment-là, on peut avoir un formateur qui se déplace dans le magasin. Et pour le coup, il y a déjà, au lieu d'avoir 2 jours de formation, il y a une journée qui a été faite en formation à distance et une journée dans laquelle on va travailler directement en magasin, et surtout, et je crois que c'est un des points qui est fondamental, sur le matériel de l'opticien. On s'est rendu compte, avec l'expérience encore une fois, que quand on avait des centres de formation avec déjà du matériel installé, on travaillait forcément, on développait des compétences sur ce matériel-là, et puis après l'opticien rentrait chez lui en disant c'est sympa, mais moi le réfracteur j'ai une boîte d'essai, et qu'est-ce que je fais avec? Et l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver dans son espace de travail, et ça c'est aussi vrai d'un point de vue technique que par exemple au niveau du commercial. Quelqu'un qui va apprendre des techniques commerciales pour vendre en formation inter-entreprise, il va pas réagir de la même manière quand il va se retrouver dans un magasin qui fait 20 mètres carrés, dans lequel l'espace de travail n'est pas le même, et pour lequel il faut travailler sur le développement comportemental de la personne en magasin. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment très important, c'est de pouvoir développer des outils de formation qui se suivent dans le temps. Encore une fois, c'est d'impliquer la personne pour qu'elle soit responsable de ce qu'elle fait et faire en sorte à ce que quand elle en a besoin, elle puisse avoir des outils d'auto-formation. Oui, donc c'est très pragmatique. Quelles sont les formules que vous proposez en termes de tarifs? Alors nous, on est sur la combinaison de formation e-learning. La journée, elle va tourner autour d'une centaine d'euros. Puisqu'effectivement, à partir du moment où on fait des formations à distance, on se retrouve avec des coûts qui sont moindres que quand on fait des formations en salle. Monsieur Je voulais juste revenir sur un point, c'est que la formation c'est très intéressant, c'est toujours un moment extraordinaire pour l'opticien quand il vient, mais ce qui est important de plus encore, c'est son application qui suit. Et nous, de plus en plus, on met en place des services de suivi et de coaching après pour s'assurer que les bénéfices de la formation sont bien mis en œuvre au quotidien dans le magasin. Oui. Si je peux rebondir, c'est effectivement très intéressant parce que ça, on l'a mis en place notamment à travers des salles virtuelles. Et c'est là-dessus aussi où c'est très intéressant, c'est quand on a des opticiens qui se regroupent en salle virtuelle et on a un partage des connaissances par rapport, je dirais, à un vécu individuel et sur lequel nous, formateurs, on va pouvoir apporter une expertise métier et du coup, à ce que chacun puisse repartir avec des éléments individualisés, mais aussi échanger avec d'autres opticiens. Donc, oui, Monsieur Baudesson. De compléter, si vous voulez bien, dans la mesure où effectivement, ça s'inscrit aussi dans la logique et là où nous voulons aller, parce que nous souhaitons aller vraiment vers des démarches de qualité, formation pour les salariés. Et de ce fait-là, effectivement, nous développons aussi un certain nombre d'outils, 10 services, et un qui est en cours de développement, effectivement, c'est l'évaluation par les salariés eux-mêmes et par les employeurs aussi sur les résultats à l'issue de la formation. Puisqu'effectivement, quand on s'inscrit à une formation, il y a, on s'y rend et on sait très bien qu'au final, on retient à peu près 30% de l'information
d'information qu'on a pu recevoir dans le cadre d'une formation, qu'elle soit sur une durée d'une journée, 2 journées. En général, on retient 30%. Et de ce fait-là, effectivement, je crois que l'accompagnement qui doit être fait par les organismes de formation est essentiel, de manière effectivement à ce que les acquis soient vraiment là et que le salarié soit plus performant à son poste. Alors, l'opticien demain va choisir son programme de DPC. Quelles sont j'ai envie de dire les démarches à suivre pour se faire financer? Alors, il y a plusieurs façons d'accéder à nos services, si je repars sur nos organisations, puisque comme je le disais tout à l'heure, au Forco, il y a 300 collaborateurs et déjà nous avons une délégation, un service qui est dédié exclusivement aux entreprises de moins de 10 salariés, dont en grande majorité font partie les opticiens. Et donc nous avons un numéro cristal, nous avons aussi un site internet, d'ailleurs qui vient d'être refait et qui a été déposé la semaine dernière. J'invite effectivement du coup les employeurs, les salariés à aller le voir, puisque vous trouverez toutes les informations et ce, de manière très facile. À côté de ça, effectivement, nous développons aussi des portails à destination des entreprises. Un portail qui s'appelle Forconet, où maintenant l'entreprise peut déposer ses demandes de financement au Forco sur plusieurs dispositifs, qu'il s'agisse de contrats de professionnalisation pour une nouvelle embauche ou aussi pour des demandes de financement pour les salariés des entreprises, mais aussi aller trouver un certain nombre d'informations. Nous développons aussi ces portails de e-service à destination des branches professionnelles qui ont aussi, comme je le disais tout à l'heure, leur poids et leur mot à dire sur le financement de la formation professionnelle, et un autre qui va être déposé bientôt à destination des organismes de formation, justement pour pouvoir déposer ces offres de formation. D'accord. Enfin, donc il faut que nos opticiens soient bien conscients que leur obligation de DPC sera contrôlée. C'est inscrit dans la mesure. Monsieur Gerbel, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ce contrôle qui doit normalement se faire par les ARS, il me semble? Pas plus que ce qu'il y a dans la loi actuellement, puisque de toute façon, je vais vous raconter quelque chose qui est très simple. C'est que je crois qu'on a 16 personnes pour le contrôle au niveau national en ce moment. Docteur Casalens, peut-être une précision? Plus, donc, Alors, on parle là du contrôle du suivi de l'obligation de DPC de l'opticien. Hein. C'est-à-dire que là, en effet, les textes disent que ça sera fait par l'ARS, par le directeur de l'ARS lui-même, et donc avec des voies de recours si jamais. J'insiste sur une chose, c'est que, pour travailler assez souvent avec le ministère de la Santé, c'est que là, actuellement, on est vraiment en montée en charge, on est actuellement en période transitoire qui dure, malheureusement, mais qui dure, et le but, c'est pas de mettre en exergue le contrôle, hein. Donc ça arrive à la fin de l'exposé, c'est très bien. Le but, c'est de favoriser le déploiement, et on sait pertinemment, y compris au ministère, que de toute façon, on ne peut pas obliger 100% de tous les professionnels de santé, car en gros, on évalue ça à 1,5 million de personnel, à être formés dans l'année 2013 et avoir un DPC au bout de l'année. Donc il va falloir avoir une montée en charge, il va falloir que, soit pour les professions ordre, soit pour vous, les ARS, voient un petit peu le parcours du salarié par exemple, comprennent pourquoi il ne l'a pas fait cette année, lui faire quelques recommandations pour l'avoir l'année d'après et pouvoir avancer. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire c'est le contrôle du suivi du personnel lui-même qui doit présenter normalement une attestation de suivi DPC annuelle. Et puis il y a une autre partie, mais vous en parlerez peut-être après, sur le contrôle des organismes. Oui, également les organismes seront contrôlés. Monsieur Gerbel, vous aviez une réaction? Oui, parce que il faut du contrôle. D'accord, c'est pas l'obligation, c'est pas. Et moi, de toute façon, dès que je peux éviter les contrôles, je préfère effectivement les mesures d'autodiscipline. Bon. Là, c'est dans le sens de la profession. Donc, la profession a intérêt à habiter cette réforme et a intérêt à faire cette formation. Le problème que nous avons, c'est pas spécifique à l'optique. Vous avez rappelé qu'il y avait 1,5 million de professionnels de santé, mais dans ce 1,5 million, il y a à peu près 1 300 000 salariés. Et donc, les salariés sont soumis sous la tutelle de leur patron. Et donc l'obligation de DPC revient au patron. C'est le patron qui doit aujourd'hui vérifier, contrôler et faire en sorte que son personnel suive cette obligation. Et c'est le patron aujourd'hui qui finance. Alors si le patron il peut se faire aider par le Forco, il se fait aider par le Forco, sinon c'est à lui de la financer. Après se pose le problème, parce que la loi prévoit que l'OPCA peut prendre le financement. Bon, nous on a fait une convention, l'OPCA a dit qu'il prendrait le financement, ok. Après, il y a une partie qui, manifestement, ne pourra pas être financée, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Il faut quand même qu'une partie qui reste à charge, il faut quand même qu'une partie, de manière à motiver les gens. Bon, sa partie d'évaluation, les évaluations, normalement, ne sont pas financées, c'est la formation qui est financée. Mais ça, c'est pas bien grave. Le problème que nous avons, c'est qu'au niveau des entreprises, il faut structurer cela. C'est-à-dire qu'il faut envoyer ses salariés. Il faut mettre tous les outils à disposition des salariés pour que ça puisse se faire.
Donc là, il va y avoir effectivement du temps, il va falloir que ça rentre dans les mœurs. Il y a de toutes petites structures dans l'optique, beaucoup de petites structures. Et donc, on ne pourra pas du jour au lendemain être très coercitif, répressif. Il faut qu'on soit aussi pédagogue, nous-mêmes. Bon, moi, je fais partie aux structures qui dirigent l'ensemble, donc à nous, ensemble, de faire évoluer les choses. Après, je suis sur le terrain, moi aussi, je travaille dans ma boutique. Je serai donc soumis à cette obligation aussi, bien sûr. Hein, comme tout le monde. C'est valable pour tous les opticiens qui travaillent, tous ceux qui sont inscrits au niveau des différents fichiers. Donc, ça, effectivement, il va falloir y aller doucement, progressivement, faire un gros travail de pédagogie. Je compte beaucoup sur le Forco pour nous aider. On a mis en place un observatoire dans la branche avec le Forco, on a mis en place beaucoup de choses. Il va falloir expliquer. La seule chose qui me tracasse un petit peu, c'est toutes ces notions de subrogation sur les formations, c'est toutes ces notions où on a une structure qui décide pour l'ensemble de ces entreprises, alors que les entreprises, je vois pas pour les inféoder à cette décision. Tout ça, ça me tracasse. Ça me tracasse. Mais vous le savez, vous, au Forco, vous le savez. C'est des points qui sont à régler entre commissions, entre instances, j'imagine. Monsieur Baudesson ? Non, je peux tout à fait répondre à cette question. On n'est heureusement pas dans un système féodal, absolument pas. Par contre, il y a une réalité derrière. Comme je vous disais tout à l'heure, le versement d'une entreprise, c'est environ 200 € par an. Et derrière, un besoin en formation pour les salariés. Il faut aussi, bien évidemment, écarter cet aspect contrainte ou contraignant de la formation pour les salariés, parce qu'on sait très bien que de toute façon, quelqu'un qui sort une formation, qui est réfractaire à se rendre à cette formation, de toute façon, ça ne servira à rien. Ça sera un coup d'épée dans l'eau, puisque de toute manière, elle n'aura pas envie d'aller à cette formation. Donc effectivement, il faut pousser, il faut convaincre, il faut communiquer là-dessus, sur les besoins, sur les enjeux, sur ce que ça va pouvoir apporter, de quelle manière ça va sécuriser les salariés à leur poste, de quelle manière effectivement, c'est un investissement pour l'entreprise au départ, mais c'est un investissement de toute façon qui est rentable à terme. Oui, donc nous ne sommes pas dans un système féodal. Simplement, nous avons une réalité derrière, effectivement, avec, comme je le disais, une collecte qui néanmoins, quand j'annonce le chiffre comme ça, peut paraître importante, qui est de 5,5 millions par an. Mais en face de ça, nous avons heureusement de plus en plus de salariés des entreprises, et ce, quelle que soit leur taille, qui ont accès à la formation. Et ce qui participe aussi à ça, c'est les différentes solutions formation qu'on va pouvoir proposer. On collecte dans l'optique, oui, 5,5 millions. Oui. Et on bénéficie de... En tous les cas, la volonté de l'OPCA, pour être très transparent... Non, mais combien la branche consomme? C'est pas un reproche. Hein. Alors, pour montrer l'efficacité du Forco. Pour montrer l'efficacité du Forco, c'est que de toute façon, nous sommes aujourd'hui fin septembre, presque en octobre. Nous gérons, je voudrais pas être trop technique, mais je vais résumer à 2 types de fonds. Des fonds... Globalement, on rentre pas dans le détail. Globalement, la totalité des fonds sont utilisés. On utilise à peu près 10 millions. Vous utilisez même, oui, c'est pour ça que je disais la totalité. À peu près. Vous utilisez plus. Donc on utilise beaucoup plus que ce qu'on collecte. Vous consommez plus. Donc la mutualisation est excessivement favorable à la profession. Oui. Bon, donc il faut bien que les gens aient conscience que le système qui a été mis en place est profitable pour la branche. Ce qui est surtout important, c'est de faire passer le message auprès de nos opticiens qui prennent conscience que maintenant il y a une obligation annuelle de formation. Monsieur Camacho, juste pour terminer, un dernier mot s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler du contrôle des organismes de formation également ? Alors oui, je vais vous parler du contrôle et de l'accréditation. Alors de manière un peu théorique aujourd'hui, puisque vous savez que c'est un dispositif qui est lourd et qui se met en place et qui est très administratif. Donc aujourd'hui, les arrêtés ont été publiés sur la manière dont on peut accréditer un organisme. Par contre, pour avoir accès, pouvoir traiter les premiers dossiers et donc pouvoir avoir un premier tour d'expérience, il faut 2 choses. Un, que tous les membres de la commission, et je salue mes 2 suppléants qui sont Christian Roméas et Jean-Louis Geffroy, il faut que tous les membres de la commission aient déposé sa déclaration publique d'intérêt. Donc globalement, il faut qu'on ait déclaré tout nous concernant pour montrer qu'il n'y a aucun lien d'intérêt. Voilà. Ou s'il y en a un, au moins le déclarer. La deuxième chose, il faut que les organismes déposent des programmes qui sont DPC compatibles. Et je crois qu'aujourd'hui, sur les organismes qui ont déposé à titre transitoire n'ont pas été contrôlés sur les programmes DPC compatibles. Mais aujourd'hui, le nombre de programmes DPC compatibles, il se compte sur les doigts de ma main, toutes professions confondues. Et là, je me place sous votre contrôle. Donc, il y a ces 2 éléments qui font que les premiers organismes devraient être accrédités d'ici la fin de l'année.
sous ces deux conditions. Vous commencez aujourd'hui à étudier les dossiers, je crois. Alors aujourd'hui, en fait, on a fini de statuer sur les critères d'évaluation et la manière dont on va appliquer ces critères de manière homogène sur chaque organisme. Il n'est pas question qu'un organisme soit jugé d'une manière, un autre d'une autre. Donc c'est tout le travail qu'on fait avec le GDPC, faire que tout le monde soit évalué de la même manière. D'accord. Oui, Monsieur Teller, un dernier mot. Ajouter un dernier élément. Il y a aussi une population qu'il ne faut pas oublier, ce sont les étudiants. Aujourd'hui, vous parliez de pédagogie. Si vous voulez faire en sorte à ce que la profession s'engage vers de la formation continue, il faut aussi, en amont, que les étudiants soient dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, volontairement, par exemple, nous avons lancé un site qui s'appelle optome-school.fr et nous avons cette vocation de pouvoir aussi accompagner les étudiants dans cette démarche-là. Bien sûr, et je pense que c'est important de les mettre au courant pour qu'ils assimilent bien la formation professionnelle continue. Monsieur Gerbel, vous aviez un dernier mot? Je suis tout à fait d'accord. Quand on voit au niveau du Forco comment sont utilisées les sommes, on s'aperçoit que pour la formation continue, on doit utiliser à peu près entre 6 et 8% des crédits qui nous sont alloués. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Tout le reste est utilisé pour de la formation professionnalisante, pour la mise en place de diplômes, mais pas... Ces diplômes ne sont pas à l'intention des gens qui sont dans la branche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème dans notre branche. On n'a pas encore cette fibre de former nos gens tout au long de la vie et tout au long de la vie de l'entreprise. Il faut que ça vienne. Ça arrive doucement, mais sûrement. Si je peux me permettre, c'est quand même déjà arrivé quand on voit l'évolution entre il y a 6-7 ans et aujourd'hui sur le nombre de salariés aujourd'hui qui ont accès à la formation professionnelle tout au long de la vie. Les fonds sont utilisés par les entreprises et la totalité des fonds sont utilisés par ces mêmes entreprises effectivement au bénéfice du financement de la formation. Puisqu'on s'adresse aux professionnels, j'en profite aussi effectivement pour pouvoir les aider puisqu'elles trouveront l'ensemble des informations. Je le disais un peu rapidement tout à l'heure, mais je les invite à aller visiter le site forco.org et créer leur compte sur Forconet puisqu'effectivement elles auront toute l'information et ce sera très simple pour elles d'envoyer une demande au Forco pour se faire financer leur formation. Et ben voilà donc les réponses que nous attendions. Merci à tous donc d'être venus nous éclairer sur ce point important qui est le développement professionnel continu. Même si nous restons dans une période transitoire, et ben nous espérons que l'année prochaine vous reviendrez sur notre plateau nous apporter à nouveau des réponses. C'était la dernière émission de ce Silmo 2013. Merci à tous les Acunautes de nous avoir suivis et à très vite sur Acuité TV. Bonjour à tous.